dérives identitaires comme en Côte d'Ivoire, en Guinée ou au Kenya. Cette décision confirme que la situation à Abidjan passionne les pays du Golfe de Guinée, mais aussi l'opinion au Congo qui présente quelquefois des parallèles entre l'histoire des deux pays. Au départ, dans les deux pays, au début des années 90, il y avait un dictateur vieillissant, ami de l'Occident, et en particulier des anciennes puissances coloniales, la Belgique et la France. Mobutu, comme Houphouët-Boigny, apparaissaient également comme des relais régionaux, intervenant ici comme des sages, des médiateurs, ou là comme des bouts de feu. L'Angola, qui est en passe de jouer un rôle de leader en Afrique, ne soutient pas l'idée d'une intervention militaire contre Laurent Gbagbo, et n'a pas oublié comment les armes destinées à Savimbi transitaient par le Zaïre de l'époque, tandis que le leader de l'UNITA était le bienvenu à Abidjan. Il faut regarder de très près l'Angola, parce que c'est un pays qui devient incontournable sur une bonne partie de l'Afrique. C'est un acteur qui est essentiel. Et je me risque un petit peu à un pronostic. Tout ce qui s'est passé depuis 90 sur l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs, le Zaïre, une partie de ce qui s'est passé, c'est la redéfinition des influences, le changement. Il y avait un grand gendarme pour le compte de l'Occident et surtout des Américains qui était Mobutu. Les Américains ont lâché Mobutu et ils ont essayé de lui substituer d'abord deux personnages qui étaient donc Museveni, Yoweri Museveni, patron de l'Ouganda, et Paul Kagame, patron du Rwanda. Au fil du temps, Paul Kagame s'est imposé comme le principal personnage. C'est tellement vrai que c'est avec des soldats rwandais que l'ONU a estimé qu'elle pouvait, enfin que c'était ces seuls soldats-là qui pouvaient intervenir dans l'est du Soudan, au Darfour. Donc donc il était devenu le personnage incontournable, avec une fonction évidente, c'est ramener la paix dans la région, hein, ramener la paix, ramener. Bon, on s'aperçoit après 16 ans que la paix n'est pas revenue, surtout dans le Grand Congo, parce que ce qui préoccupe évidemment énormément, c'est ce qui va se passer, parce que selon que la RDC est calme ou pas calme, ça a quand même beaucoup d'influence sur toute la région. Et donc, on voit bien que Kagame n'est plus le personnage si merveilleux, si chevalier blanc, etc., qu'il a été longtemps. Surtout, on a vu ce qui s'était passé lors des élections. Donc lui qui était le monsieur idéal pose quand même maintenant des problèmes aux Américains. Et j'ai le sentiment qu'il y a eu un déplacement, parce qu'il y a quand même des élections prochaines au Congo, et donc ce qui va se passer est quand même très important, et donc la stabilité du Congo est essentielle, et donc on voit bien que plus on va et plus le rôle de Luanda est essentiel. Et donc je pense que l'Angola a un rôle déjà important, mais ce rôle va sans doute devenir de plus en plus important, à la fois pour la stabilité du centre, de l'Afrique des Grands Lacs, mais aussi plus remontant jusqu'à une partie, enfin au moins le golfe de Guinée. Et donc je pense qu'il devient de plus en plus le personnage clé, enfin le Dos Santos le personnage clé, et l'Angola le pays clé de toute la région. Et donc c'est ce qui est intéressant, que Dos Santos soutienne Laurent Gbagbo, et me semble-t-il quelque chose de extraordinairement important pour la lecture de ce qui va se passer dans les prochaines semaines et prochaines années. Tout bascula avec le jeu des intérêts des Occidentaux, combiné avec l'exigence de démocratisation qui toucha l'Afrique. Dès 1990, Mobutu fut lâché par les Belges, suivi par les Européens, et en 1993, les funérailles d'Houphouët furent aussi celles d'une certaine France-Afrique. Les modalités de la succession furent différentes. En Côte d'Ivoire,
le dauphin constitutionnel Henri Konan Bédié, finalement élu en 1995, fit face au premier ministre du vieux Alassane Ouattara, qui dès le décès du patriarche avait montré son intention de lui succéder. Si Ouattara, venu des milieux financiers internationaux et formé aux États-Unis, avait été chargé de mettre en œuvre des politiques d'austérité impopulaires, c'est aussi parce que beaucoup ne le considéraient pas comme un Ivoirien de souche. De la même manière que quelques années plus tôt, Léon Kengo Ouadondo, Tutsi d'origine, avait été chargé de remettre de l'ordre dans les finances de Kinshasa. En Côte d'Ivoire, Konan Bédié mena campagne contre son rival Ouattara, en inventant le concept d'ivoirité. Cette exclusive, au Congo, allait se traduire par celui de nationalité douteuse, puis, lors des élections de 2006, par la congolité. Même si les modalités de la succession furent différentes dans les deux pays, la guerre, elle, allait être au rendez-vous. À Kinshasa, alors que la France aurait souhaité associer Kengo Ouadondo à la succession d'un Mobutu déclinant, les Américains s'étaient choisi un autre homme fort dans la région, sinon deux, Paul Kagame et Yoweri Museveni. Ces deux nouveaux leaders entendaient diriger à distance l'immense Congo, sinon le morceler, avec l'assentiment de certains milieux américains. Dès que fut dissipée l'euphorie suscitée par la chute de Mobutu, tous les Occidentaux, Belges compris, s'entendirent sur un point commun qui ressemble étrangement au sentiment qu'inspire aujourd'hui Gbagbo, la détestation de la communauté internationale. Laurent Désiré Kabila, initialement choisi comme simple porte-parole des rebelles, s'était autoproclamé chef de l'État, entendait exercer ses prérogatives et encourager un développement auto-centré. La conclusion ne tarda pas, il n'était pas l'homme qu'il fallait. Le scénario de la Deuxième Guerre du Congo, lancé en août 1998 au départ du Rwanda, inspirera plus tard celui de la Côte d'Ivoire. Des rebelles, entraînés dans les pays voisins, le Rwanda, l'Ouganda comme plus tard le Burkina Faso, dénoncent les discriminations exagérées dont leur groupe ethnique est victime. Ils s'emparent d'une partie du territoire, l'occupent et envoient ses ressources vers les pays frontaliers, le Rwanda et l'Ouganda en l'occurrence. Les voisins de la Côte d'Ivoire feront de même. Le Ghana, le Burkina Faso bénéficient de l'exportation de matières premières venues de Côte d'Ivoire, le diamant, le cacao. Au Congo, en 1998, la communauté internationale choisit de qualifier de guerre civile une agression venue de l'extérieur et qui n'est pas soutenue par les populations de l'Est. Elle refuse de s'interposer et convoque une conférence de paix dont les dés seront pipés. À Lusaka, en 1999, les rebelles congolais sont mis sur le même pied que les représentants du pouvoir central, ce qui permet de mettre en minorité l'indésirable Laurent Désiré Kabila. En outre, l'argument des droits de l'homme est habilement utilisé pour discréditer le vieux maquisard. Alors que l'on sait aujourd'hui, grâce au Mapping Report de l'ONU, que les massacres de réfugiés Hutus ont essentiellement été commis par des rebelles sous les ordres de l'armée rwandaise ou par les commandos de Kagame lui-même, c'est à Kabila que l'on fait porter la responsabilité des tueries. Alors qu'à Lusaka, ses émissaires ont cédé aux pressions, Kabila se tourne alors vers la rue, où des manifestants dénoncent la capitulation. Il faudra attendre 2002 pour que la roue tourne. Auparavant, le 16 janvier 2001, le coriace président a été victime d'un assassinat dont les commanditaires sont toujours demeurés dans l'ombre. En Côte d'Ivoire, après que le général Gueye se soit brièvement emparé du pouvoir, des élections ont lieu en 2000, mais Alassane Ouattara, comme Henri Konan Bédié, sont empêchés de se présenter. Laurent Gbagbo, issu de l'opposition, l'emporte contre le général Gueye et, comme ce dernier, conteste le résultat du scrutin. Il recourt à ses militants qui descendent dans la rue. Gbagbo avoue lui-même que les conditions de cette élection étaient calamiteuses et promet un gouvernement d'union nationale. La campagne de dénigrement est immédiate, les partisans de Gbagbo qui tiennent la rue sont accusés d'avoir commis un massacre de Djoulas, musulmans du Nord, à Yopougon, un quartier populaire d'Abidjan.
Le président élu est accusé d'avoir repris à son compte le thème de l'ivoirité, cependant inventé par Bédier. Des campagnes sont menées contre le cacao ivoirien, la première ressource du pays, car des enfants, présentés comme esclaves, sont employés dans les plantations du Sud au dire de l'opposition dirigée par Ouattara. En 2002, l'éclatement de la guerre ne surprend guère ceux qui étaient passés par Ouagadougou. Les rebelles, des Ivoiriens du Nord, mais aussi des combattants recrutés dans tous les pays sahéliens, s'étaient entraînés durant des mois au Burkina Faso avec la bénédiction du président Blaise Compaoré. La France accepte cependant de s'interposer pour, à première vue, empêcher la chute de la capitale. Elle ne fait pas jouer les accords de défense, mais le contingent de la force Licorne se déploie dans une zone de confiance qui coupe le pays en deux, pour ensuite se mettre dans une posture de belligérance avec la destruction des aéronefs de l'armée ivoirienne et des tueries massives devant l'hôtel Ivoire à Abidjan en représailles au bombardement du cantonnement français de Bouaké qui aurait fait 9 morts, dont un Américain au cours de l'opération Dignité. Lorsqu'en 2003, la France, sous Jacques Chirac avec De Villepin aux affaires étrangères, convoque toutes les parties ivoiriennes dans un stade de rugby de l'Inas Marcoussis, la formule de Lusaka, déjà utilisée au Congo, est recyclée. Les rebelles sont placés sur pied d'égalité avec les représentants du gouvernement et ces derniers se voient sommés d'accepter un gouvernement d'union dans lequel les représentants des forces nouvelles occuperont des postes clés, la défense et la sécurité. En outre, les deux armées seront fusionnées. Gbagbo, placé devant le fait accompli, tente de calmer les siens avec à leur tête Charles Blé Goudé, le leader des jeunes patriotes. Les foules en colère envahissent les rues d'Abidjan. Au Congo, dès 2001, la négociation a repris avec Joseph Kabila. Plus malléable que son père, il a compris que, provisoirement en tout cas, mieux valait plier. En échange du départ des troupes étrangères et de la réunification du pays, les principaux groupes rebelles, le MLC de Bemba et le RCD de Ruberva, proches du Rwanda, sont intégrés au pouvoir de Kinshasa. Et ce n'est pas un hasard si le RCD se voit confier la défense et la sécurité, si Jean-Pierre Bemba a la haute main sur l'économie. De 2002 jusqu'en 2006, Joseph Kabila rassure les Occidentaux par sa modération. Il fait promulguer un code minier extrêmement ouvert aux investissements étrangers, promet de privatiser les entreprises publiques et donne tous les gages que lui demande le CIAT, Comité d'accompagnement de la transition, composé d'ambassadeurs étrangers. Il est récompensé de sa modération, non seulement par le vote des électeurs, 54%, mais aussi par le fait que son rival, Jean-Pierre Bemba, se retrouve entre les mains de la Cour pénale internationale. En outre, les accords de paix prévoient l'intégration des forces rebelles au sein de l'armée gouvernementale avec l'appui de la communauté internationale. En Côte d'Ivoire, d'autres accords signés à Ouagadougou cette fois, avec Compaoré comme médiateur, prévoient eux aussi des élections générales supervisées par les Nations Unies. Auparavant, les provinces du Nord, tenues par les rebelles, devraient être désarmées, les différentes armées intégrées ou démobilisées. En outre, Guillaume Soro, l'un des leaders de la rébellion, deviendra le premier ministre de Gbagbo. Ici aussi, les rebelles entrent au cœur du pouvoir. Au Congo, comme en Côte d'Ivoire, le volet militaire s'avère un échec. Dans le premier cas, l'intégration des divers groupes armés, basés sur le principe de l'impunité, introduira dans l'armée des militaires étrangers, ce qui privera Kabila du plus important des instruments de sa souveraineté, une armée fonctionnelle. En outre, l'est du pays n'ayant pas été désarmé, des rébellions comme celle de Nkunda ou d'autres en gestation font peser sur Kinshasa une sorte d'épée de Damoclès. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, les rebelles des forces nouvelles, qui n'avaient pas été désarmés et avaient gardé leur structure de commandement, ont été accusés d'intimider, de bastonner les électeurs et d'avoir violé ou tué des militants de la majorité présidentielle, ce qui permit au Conseil constitutionnel de mettre en cause la crédibilité du scrutin et d'annuler le vote dans plusieurs bureaux. Dès lors, débutera un scénario surréaliste dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, autrefois havre de paix et de progrès. Les secrets de la présidentielle ivoirienne laissent croire que l'élection n'était qu'un prétexte pour enfin faire partir du pouvoir l'indécrottable Laurent Gbagbo.
Les observateurs, tant européens qu'africains, envoyés sur le terrain s'accordent à se contredire. Parmi ceux-ci, outre plusieurs ONG d'Afrique, l'ex-premier ministre du Togo, Joseph Kofigo, dénonce